Dans le module 3, nous allons aborder les directives en langage assembleur. Nous allons revenir sur la notion de programme counter et nous allons comparer les architectures RISC et CISC. Commençons par les directives. En assembleur, une directive donne une direction au compilateur assembleur, mais ne générera pas du langage machine. Un exemple ici de directive, c'est equate, .equ. Donc une directive, on la définit par un point et le mnémonique. Ensuite, ici, cette directive est utilisée pour définir une valeur constante ou une adresse fixe. Par exemple, ça me permet d'associer un nom à une valeur. Et ça, c'est très avantageux puisque le concept de constante me permet donc de définir une valeur par un nom. Partout dans le programme, j'utilise le nom au lieu de la valeur, ce qui fait que si jamais j'ai besoin de modifier cette valeur, je ne suis pas obligé de parcourir toutes les centaines de lignes de code dans lesquelles la valeur apparaît. Je n'ai qu'à changer l'association nom-valeur au tout début du programme et le tour est joué. Par exemple, voyons un exemple. Donc, equate, count égale 25 en hexadécimal. Donc, je viens de définir un compteur qui est égal à 25 en hexadécimal. Et la directive equate est utilisée pour faire une association qui ne changera pas dans tout le reste du programme en cours d'exécution. C'est pas dit qu'il est interdit d'une exécution à l'autre de changer sa valeur, mais en cours d'exécution, c'est une valeur qui ne changera pas. Donc ici, par exemple, dans le programme, on vient de définir une constante et on va l'utiliser partout dans le programme. Par exemple, LDI, Load Immediate, la valeur .25 en décimal qui va être transférée dans le registre 21. Et ici, on utilise également donc ce qu'on a défini pour faire notre addition. Donc, évidemment, c'est une constante à laquelle on va additionner 3 et la somme est mise dans le registre 22. Ici, 7, c'est également donc une directive qui va me permettre d'associer un nom à une valeur. Donc, qui ressemble beaucoup à equate. Cependant, il est possible donc de réassigner en cours de programme l'association nom-valeur. Donc, en cours de programme, au cours d'une exécution de programme, c'est pas une association qui est fixe. Je peux la changer, cette association-là. Donc, c'est ce qui fait. Donc, on voit un exemple ici. Donc, en cours de programme, je réassigne ma variable, donc à ma variable une valeur. Donc, finalement, c'est plutôt le concept de variable ici, alors qu'en haut, c'est plutôt un concept de constante. Parce que avec un equate, ma valeur ne doit pas changer au cours d'exécution de mon programme, tandis qu'avec un set, je peux changer l'assignation en cours de route. Donc, ça a plus le concept d'une variable à ce moment-là qui peut changer de valeur en cours d'exécution d'un programme. Donc ici, le point 7, qui est ma directive, count égale 25 en décimal, j'utilise le count pour faire mes opérations arithmétiques, et là ici, je décide de redonner une autre valeur à ma variable count pour l'utiliser un peu plus loin. Alors, la directive .org. La directive .org, c'est pour origine, qui veut dire origine, donc elle a rapport à ce qu'on appelle le programme counter. Et c'est pour ça qu'on va en reparler. Parce que la directive .org.origin, on a une adresse ici, donc va dire à l'assembleur de placer l'opcode à cette mémoire d'adresse. Donc dans l'adresse de programme, donc la directive .org dit donc à l'assembleur place le code dans la mémoire de programme à cette adresse. Et donc, lorsque le microcontrôleur va être sous tension, eh bien, le programme counter va directement pointer là où le code a été sauvegardé dans la mémoire ROM. Donc, un exemple ici, .org 0,
ça veut dire que le programme va être mis à la première adresse de la mémoire RAM 0. Donc, ici, en fait, on peut voir aussi que ici, il y a un code qui va être mis à l'adresse 0, ce qui suit, et par la suite, les autres lignes vont être mises à l'adresse mémoire 7 dans la ROM, la mémoire ROM. Et donc, on voit en assembleur ce que ça va générer, en langage machine, ce que ça va générer, d'accord, une fois que ça va être inscrit dans la mémoire ROM. On voit ici à la mémoire 0, et ensuite à la mémoire 7 ici. Donc, on voit ici qu'il n'y a absolument rien entre les deux. Parce que j'ai une partie du code qui va être mis à l'adresse 0, cette ligne-ci, et ensuite, le reste du code à partir de l'adresse 7. C'est ce qu'on voit ici à l'adresse 1, 0 de la première instruction, et la prochaine va aller seulement à l'adresse 7. La directive include, donc, me permet d'ajouter un fichier, donc, dans mon projet. Donc, c'est une façon, en fait, de définir des adresses en leur donnant un mnémonique. J'utilise simplement la directive equate, et donc, ça me permet, par exemple, dans le Atmega 328, il y a un fichier qui est le m328def.inc où j'utilise des equates pour définir, associer un mnémonique à une adresse. Et de cette façon-là, en faisant un include du fichier m328def.inc, ben, ça me permet d'avoir accès à toute cette définition. Par exemple, dans le fichier m328def.inc, j'ai equate sreg avec l'adresse, equate spl avec l'adresse, equate sph avec l'adresse. Il faut s'assurer que le fichier inc est inclus dans votre projet avec la directive include. Donc, par exemple, dans le programme assembleur.asm où j'inscris donc mes instructions en assembleur, je peux directement, une fois que j'ai inclus le projet de définition dans mon projet ASM, eh bien là, je peux utiliser directement les définitions qui sont dans le fichier inc à l'intérieur de mon fichier ASM. Par exemple, ici, j'utilise un out SPL, mais SPL a été défini dans le fichier inc. Donc, c'est important de faire un include. Cependant, dans la nouvelle version de Atmel Studio 7, généralement, l'environnement prend en charge. Et lorsque vous sélectionnez le type de microcontrôleur de votre projet, les interdépendances de fichiers inc sont nécessairement inclus lorsque vous construisez un projet. Donc, dans les nouvelles versions d'Atmel, il n'est plus nécessaire d'utiliser la directive include, puisqu'elle se fait automatique dans cet environnement. Aussi, donc, la mémoire de programme, on l'a vu, donc, on fait juste un petit rappel, elle a 16 bits de large, 2 bytes, et pour une très bonne et simple raison que la majorité des instructions en assembleur sont de 2 bytes, ce qui veut dire que comme la mémoire de programme a 2 bytes, ça veut donc dire qu'en un seul coup d'horloge, je peux faire le transfert d'une instruction vers le CPU. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, on voit donc la mémoire ici de programme est 16 bits de large. Et par conséquent, on l'a vu dans le module précédent que le code assembleur va être converti en langage machine dans la mémoire ROM. Et puis, donc, les instructions vont aller dans l'instruction decoder au fur et à mesure que le programme counter s'incrémente pour être exécuté. C'est simplement ici un petit rappel. Maintenant, une vieille façon de faire les choses pour justement prendre les instructions et les amener à l'intérieur du CPU. L'ancienne façon de faire, c'était qu'on faisait un fetch. Regardez bien, la première instruction entre dans le CPU et va être exécutée, mais la seconde instruction attend que la première ait complètement été exécutée avant d'entrer dans le CPU. Ce qu'on appelle la vieille méthode de fetch. Donc, il y a une perte de temps puisque cette instruction-ci attend vraiment que celle-ci soit complètement exécutée avant d'entrer dans le CPU.
Alors, regardez une nouvelle façon de faire pour améliorer la rapidité d'exécution. C'est ce qu'on appelle le pipeline. Regardez bien, l'instruction 1 vient de rentrer, elle s'en va pour l'exécution, la 2 rentre immédiatement et n'attend pas que la première ait terminé son exécution avant d'entrer. C'est beaucoup plus efficace, donc ça améliore vraiment le débit d'exécution, la méthode pipeline. Parce que, évidemment, on va chercher à essayer d'augmenter la vitesse d'exécution des instructions. Et pour ce faire, il y a différentes méthodes. On peut, entre autres, augmenter la fréquence de l'horloge. Mais si on fait ça, ça va augmenter la consommation d'électricité. Il va y avoir beaucoup de chaleur. On va être aux prises avec un problème de dissipation de chaleur et de consommation électrique. Donc, augmenter la fréquence a ses limites. On peut également utiliser l'architecture Harvard. Et donc, augmenter le nombre de bus entre la mémoire de données et le CPU et la mémoire de programme et le CPU. C'est une chose à faire aussi. Et on peut aussi changer pour l'architecture RISC, qui est Reduced Instruction Set Computer, et également utiliser la méthode de pipeline. Donc, ce sont des façons d'augmenter la rapidité d'exécution. Alors, voyons voir donc la comparaison entre ces deux architectures. Le CISC, qu'on appelle le Complex Instruction Set Computer, qui lui a beaucoup d'instructions, de différentes longueurs également, alors que le RISC, c'est un Reduced Instruction Set Computer, où on a vraiment un nombre limité d'instructions. Donc, ça prend moins de transistors à implémenter. Cependant, comme mon jeu d'instructions n'est pas tellement grand, ben ça peut compliquer la programmation en assembleur. Nous, avec le Atmega 328P, on a 130 instructions. Donc, une première caractéristique de l'architecture RISC, c'est que les instructions sont d'une grandeur fixe. Donc, par exemple, avec nous, le Atmega 328P, les instructions sont de 2 ou de 4 bytes. Alors que dans d'autres architectures, les instructions peuvent être de 1 byte, 2 bytes, 3 bytes. Donc, à ce moment-là, ça prend plus de temps à l'instruction decoder pour décoder, puisque c'est jamais la même longueur. Donc, une petite perte de performance à ce niveau-là. Et également, donc, mon nombre d'instructions dans un RISC est réduit. Donc à 130 pour celui qu'on utilise. Donc, ça prend moins de transistors, mais comme j'ai dit, donc ça complique la programmation. Et ça peut amener à consommer plus de mémoire, parce qu'on prend, par exemple, on a moins d'instructions, donc ça fait plus de lignes de code. Une autre caractéristique de l'architecture RISC, c'est en fait, comme il y a seulement un petit nombre d'instructions en RISC, donc on peut procéder au hardwiring, et ça prend beaucoup moins de transistors, 10% moins de transistors. C'est une architecture aussi qu'on appelle load store, parce que on ne peut pas entrer de valeur à l'intérieur du CPU sans passer par les registres. Donc, on doit charger une valeur dans un registre, et puis après prendre la valeur du registre et l'emmagasiner ailleurs. C'est ce qu'on appelle une architecture load store. Il faut passer par les registres. Donc, il y a également l'architecture Harvard qui est à préconiser, où on utilise un bus différent pour que les CPU accèdent à la mémoire programme ou la mémoire de données. Donc, on a ici le fameux fetch qu'on a vu précédemment. Également, donc, avec l'architecture RISC, 95% des instructions sont exécutées en un seul clock d'horloge. Et également, donc, dans une architecture RISC, le CPU a beaucoup de registres. De fait, nous, on en a 32 registres. Voilà, c'est la fin du module 3.